Après un long voyage, au gré du vent et des flots, une bouteille confiée à la mer il y a bien longtemps s'est échouée sur le rivage cannelé. Enfouie dans le sable, comme un secret bien gardé, elle renferme l'histoire d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Chapitre 2. Le lac de larmes. Étrange, si tant tellement étrange, s'exclama Alice, à ce point surprise qu'elle en perdait son latin. Voilà que je m'allonge comme la longue vue la plus longue de l'univers. Adieu, mes pieds. Car ses pieds semblaient vraiment très, très loin d'elle à présent. Ils en devenaient presque invisibles. Mes pauvres pieds, je me demande qui vous enfilera vos chaussettes et vous lassera vos lacets désormais. Pas moi, en tout cas. Je serai beaucoup trop loin pour me préoccuper de vous. Vous devrez vous débrouiller tout seul. Mais je dois faire preuve de gentillesse à leur égard, pensa-t-elle, sans quoi ils refuseront de m'obéir. Voyons voir. Je leur offrirai une paire de bottes à chaque Noël. L'important est de trouver chaussures à son pied, dit-elle encore. Comme ce sera rigolo d'envoyer des cadeaux à mes pieds. J'imagine l'étiquette sur le colis. Au sieur pied droit d'Alice, rue du Tapis, par devant la cheminée, salutations distinguées, Alice. Oh là là, je dis n'importe quoi. À l'instant même, sa tête heurta le plafond. Elle mesurait à présent près de 3 mètres. Elle s'empara immédiatement de la petite clé en or et se pressa jusqu'à la porte menant au jardin. Pauvre Alice! Elle s'allongea sur le parquet et ce fut tout juste si elle put placer un œil devant l'ouverture. Quant à passer par là, c'était tout bonnement impossible. Elle s'assit et pleura de nouveau à chaudes larmes. « Tu devrais avoir honte, » dit Alice. « Une grande fille comme toi. » Et en effet, elle était en droit de s'exprimer ainsi. « Arrête de pleurer, c'est un ordre !» Incapable de s'obéir à elle-même, Alice versa des litres et des litres de larmes, tant et si bien qu'il se forma bientôt autour d'elle un lac qui devait faire 10 centimètres de profondeur et qui occupait la moitié de la pièce. Au bout d'un moment, elle entendit des pas approcher précipitamment. Elle se dépêcha de sécher ses larmes pour voir qui arrivait ainsi. C'était Lapin Blanc, vêtu d'habits splendides, tenant dans une main une paire de gants de chevreau immaculés et dans l'autre un grand éventail. Il passa en courant devant elle, marmonnant entre ses dents. « Oh, la duchesse, la duchesse! Oh là là, elle va se montrer furieuse si je l'ai fait attendre !» Alice était tellement désespérée qu'elle se sentait disposée à demander de l'aide à n'importe qui. Quand Lapin Blanc parvint à sa hauteur, elle tenta d'une petite voix timide. « S'il vous plaît, monsieur !» Lapin Blanc sursauta. De surprise, il laissa tomber ses gants de chevreau et son éventail, et il s'enfuit à toutes jambes dans l'obscurité. Alice ramassa l'éventail et les gants blancs, et comme il faisait très chaud dans la pièce, elle se mit à s'éventer, tout en monologuant. « Oh là là, comme tout est étrange aujourd'hui. Dire qu'hier tout se passait comme d'habitude, je me demande si j'ai changé durant la nuit. Réfléchissons. Étais-je la même à mon réveil ce matin ? Je crois vaguement me souvenir que je me suis peut-être sentie un tout petit peu changée. Mais si je ne suis plus la même, je dois me poser la question. Qui suis-je ? Ah, c'est une fameuse énigme.
et elle entreprit de réfléchir à tous les enfants de son âge qu'elle connaissait afin de voir si elle avait pu se métamorphoser en l'un d'eux. Je suis certaine de ne pas être Ada, car ses cheveux descendent en cascade de boucles et que les miens ne sont pas bouclés du tout, dit-elle. Je suis tout aussi certaine de ne pas être Mabel, car je sais un tas de choses et qu'elle, oh là là, elle ne sait vraiment pas grand-chose. De toute façon, elle est elle, et je suis moi. Et, oh là là, comme c'est troublant. Il faut que je vérifie que je sais encore bien tout ce que je savais. Bon, 4 fois 5, 12. 4 fois 6, 13. 4 fois 7. Oh là là, je n'arriverai jamais à 20 à ce train-là. Mais la table de multiplication ne signifie rien du tout. Voyons la géographie. Paris est la capitale de Londres, et Londres est la capitale de Rome, et Rome... Non, j'ai tout faux, j'en suis sûre. Je me suis métamorphosée en Mabel. Je vais plutôt essayer de réciter le chameau et le lézard. Maître Chameau, sur un astre perché, tenait dans son lombric un nuage. Maître Lézard, par l'eau d'or alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du chameau, que vous êtes molli, que vous me tremblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le Percy des autres de ces bois. À ces mots, le chameau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle soie, il ouvre un lombric, laisse tomber sa proie. Le lézard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout valseur vit aux dépens de celui qui l'égoutte. Cette leçon vaut bien un nuage, sans doute. » Le chameau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y donnerait plus. Je suis certaine que ce ne sont pas les bons mots, dit la pauvre Alice. Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. Je dois être devenue Mabel. Je serai condamnée à vivre dans sa maison minuscule sans jouer et à avoir tant de choses à apprendre. Oh là là, non, j'ai pris ma décision. Si je suis devenue Mabel, je resterai ici. Ils auront beau passer la tête dans l'ouverture et me dire « Allez, ma chérie, reviens !» Je leur répondrai « Dites-moi d'abord qui je suis. Et si j'aime cette personne, je remonterai. Sinon, je resterai ici tout en bas jusqu'à ce que je devienne quelqu'un que j'aime. » Alice éclata en larmes. « Mais oh là là !» s'écria-t-elle. « J'aimerais tellement qu'il passe la tête dans l'ouverture et qu'il parte à ma recherche. J'en ai tellement marre d'être ici toute seule. » En baissant les yeux, elle eut la surprise de constater que, tout en parlant, elle avait enfilé un des gants de lapin blanc. « Comment ai-je pu faire cela ?» se demanda-t-elle. « Je dois avoir recommencé à rétrécir. » Elle se leva et marcha jusqu'à la table pour évaluer sa taille. À vue de nez, elle devait mesurer quelque chose comme 60 centimètres, et elle rapetissait rapidement. Quand elle comprit que c'était à cause de son éventail, elle le jeta précipitamment, juste à temps avant de disparaître tout à fait. « Il était moins une !» s'exclama Alice, très étonnée de ce brutal changement, mais très heureuse de se sentir encore exister. Et maintenant, au jardin. Elle courut aussi vite qu'elle put en direction de la petite porte, mais, hélas, celle-ci était de nouveau fermée et la clé en or était revenue sur la table. « Les choses sont pires que jamais, » dit la pauvre Alice, « car je n'ai jamais été aussi petite qu'à présent. Jamais. Et ça ne me plaît vraiment pas. » Comme elle prononçait ces paroles, elle glissa. L'instant d'après, splash! Elle se retrouvait dans l'eau salée jusqu'au cou. Elle crut d'abord qu'elle était tombée à la mer. « Dans ce cas, je devrais prendre le train pour rentrer, » se dit-elle. Elle était allée sur la côte une seule fois dans sa vie, et elle en avait tiré la conclusion générale que, où qu'on se rende, on trouve toujours des cabines de bain sur la plage, des enfants qui creusent des trous dans le sable au moyen d'une pelle, des hôtels et des chambres d'hôtes,
et, un peu plus loin, une gare de chemin de fer. Mais elle comprit rapidement qu'elle se trouvait dans le lac qui s'était formé avec toutes les larmes qu'elle avait pleurées quand elle mesurait près de 3 mètres. « Si j'avais su, je n'aurais pas tant pleuré, » dit Alice en cherchant la sortie du lac à la nage. « Je suppose que ma punition, ce sera de me noyer dans mes propres larmes. Ce sera très étrange, j'en suis certaine. Mais tout est étrange aujourd'hui. » Comme elle entendait des bruits un peu plus loin, elle nagea dans cette direction pour comprendre de quoi il s'agissait. D'abord, elle crut à un morse ou à un hippopotame. Puis, elle se souvint qu'elle était devenue très petite et en vint rapidement à la conclusion qu'il ne s'agissait que d'un mulot ou d'une souris qui, comme elle, avait glissé dans l'eau. Cela servirait-il à quelque chose de parler à ce rongeur ? Se demanda Alice. Tout est tellement hors du commun ici que je suis à peu près sûre qu'il est doué de la parole. En tout cas, je ne risque rien à essayer. Alors, elle se lança. Monsieur Souris, savez-vous où se trouve la sortie ? Je suis fatiguée de nager. L'animal lui jeta un regard inquisiteur et Alice eut l'impression qu'il clignait des yeux. Mais il demeura muet. « Il ne comprend peut-être pas l'anglais, » se dit Alice. « C'est peut-être un rongeur français venu en Angleterre avec Guillaume le Conquérant. » Alice savait que les Français étaient venus de Normandie en Angleterre, mais elle ne se souvenait pas que cela avait eu lieu en 1066. Ou, si elle s'en souvenait, elle ne se rendait pas compte que cela faisait vraiment très longtemps. « Où est ma petite chatte ?» demanda-t-elle en français, car c'était la première phrase de son manuel de cette langue. Monsieur Souris sursauta dans l'eau et fut pris de tremblement. « Oh, je vous prie de m'excuser !» s'exclama Alice, inquiète d'avoir blessé le pauvre animal. « J'avais oublié que vous n'aimiez pas vraiment les chats. »« Que je n'aime pas vraiment les chats ?» répéta Monsieur Souris, outré. « Et vous, vous aimeriez les chats si vous étiez moi ?»« Peut-être pas, » répondit Alice, conciliante. « Ne vous fâchez pas. Et pourtant, je voudrais tellement vous présenter ma chatte, Dina. Je pense que vous prendriez d'affection pour les chats si vous la connaissiez. Elle est tellement gentille. » Alice continuait à parler, à moitié pour Monsieur Souris, à moitié pour elle-même, en nageant dans le lac de larmes. Vous devriez la voir quand elle se lèche les pattes et qu'elle se lave la figure en ronronnant au coin du feu. C'est tellement agréable de s'occuper d'elle. Et puis, il n'y a pas plus efficace pour attraper les souris. « Oh, je vous prie de m'excuser, » répéta Alice, car cette fois Monsieur Souris avait le poil tout hérissé, et Alice était certaine de l'avoir profondément offensée. « Nous ne parlerons plus d'elle, si vous voulez. »« Nous ne parlerons plus d'elle » s'exclama Monsieur Souris, tremblant de la tête à la queue. « Comme si moi, j'avais envie d'aborder un tel sujet. Notre famille a toujours détesté les chats. Ce sont des êtres mauvais, méchants, vulgaires. Ne prononcez plus jamais ce mot devant moi. »« C'est promis, » s'exclama Alice, avide de changer de sujet de conversation. « Et, les chiens, vous aimez les chiens ?» Monsieur Souris ne répondit pas. Alors, Alice poursuivit avec entrain. « Il y a une adorable petite chienne tout près de chez nous. J'aimerais tant vous la présenter. C'est un terrier avec de magnifiques yeux bleus et de longs poils bouclés. Elle rattrape tout ce qu'on lui lance. Elle jappe doucement pour réclamer son dîner. Elle appartient à un fermier. Il dit qu'il n'y a pas plus utile qu'elle a beaucoup de valeur, qu'elle tue tous les rats et toutes les... »« Oh là là !» s'exclama Alice, désolée. « Je vous ai de nouveau offensé. » En effet, Monsieur Souris s'éloignait à la nage le plus rapidement possible, en créant beaucoup de remous sur son passage. Alice l'appela. « Cher Monsieur Souris, revenez! Nous ne parlerons plus de chiens, ni de chats, si vous ne les aimez pas. » Quand Monsieur Souris entendit cela, il fit volte-face et revint vers Alice en nageant lentement. Le visage très pâle, il énonça sa réponse d'une voix tremblante. « Regagnons la rive et je vous raconterai mon histoire. Vous comprendrez pourquoi je déteste les chiens et les chats. » Il était grand temps de partir, car le lac était à présent envahi de toute une foule d'animaux à poil et à plumes qui étaient tombés dedans.
Il y avait un dodo et un laureau, un caneton et un aiglon, et de nombreuses autres créatures étranges. Alice montra le chemin, et toute la procession nagea à sa suite jusqu'au rivage.